Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, 1 an après la sortie du livre enquête Les Fossoyeurs, publié chez Fayard, de Victor Castanet, qui dénonçait à ce moment-là les graves dysfonctionnements de la plus grande des maisons de retraite en Europe, le groupe Orpea. Eh bien, que s'est-il passé depuis 1 an? Les choses ont-elles évolué? Alors, côté finance, on sait que le groupe privé gestionnaire de maisons de retraite vient de trouver un accord avec ses actionnaires créanciers. Il passe sous contrôle de la Caisse des dépôts, le bras financier de l'État. Et puis, côté fonctionnel, c'est ce qui nous intéresse directement. Victor Castanet a publié mercredi dernier une version augmentée et rééditée de son livre qui n'annonce pas du tout des bonnes nouvelles puisque l'auteur accuse le gouvernement d'inaction depuis la première révélation de son scandale. Alors comment se passe vraiment la vie des résidents en EHPAD et de leurs proches? Allons-nous réussir à sortir d'une forme de maltraitance institutionnalisée, banalisée? Eh bien, on en parle avec nos 2 invités, Daniel Cabrera et Michel Boyancé. Bonjour Daniel Cabrera. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes membre du collectif du CPAE, Cercle des proches aidants en EHPAD. Et vous avez perdu votre mère en EHPAD il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et vous vous battez pour pouvoir accéder et soutenir votre père désormais qui est en EHPAD. Et puis nous sommes avec Michel Boyancé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur et chercheur en éthique et philosophie politique et formateur en éthique sociale et médicale. Alors, on va rentrer d'abord peut-être dans le concret avec vous, Daniel Cabrera, qui fréquentez les EHPAD depuis longtemps. Est-ce que vous avez noté, vous, depuis 1 an, un changement dans un sens ou dans un autre ? Malheureusement, j'aimerais vous dire oui, mais c'est pas le cas. Au CPAE, mon cas personnel et celui de plus de 1000 familles au CPAE, on a une visibilité un petit peu, on va dire, d'ensemble. Transversale, transversale, voilà, aussi bien EHPAD privé que public qu'associatif. Malheureusement, on a tous les jours des familles qui nous envoient des témoignages de maltraitance. Enfin, rien n'a bougé. Rien ne peut bouger puisqu'il n'y a pas de recrutement. On sait très bien que le ratio soignant-résident influe énormément évidemment sur la prise en charge de nos personnes âgées en EHPAD. Or, de ce côté-là, rien ne s'est passé. Donc voilà, à part des contrôles, on se demande bien d'ailleurs qu'est-ce qui est contrôlé, je veux dire, il y a rien. Pour quand même donner un tout petit point positif en faveur de notre ministre Jean-Christophe Combe, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, il y avait des restrictions importantes dans les EHPAD, à savoir que les horaires de visite étaient encore limités. Donc, dans ce sens, il a quand même envoyé une lettre aux directions d'EHPAD pour que ça s'arrête. Alors, c'est bien. Pour ma part, mon père est toujours visible que l'après-midi. Voilà. Donc, au niveau des restrictions de liberté, il y a eu quand même un petit pas, mais après, sur le reste, moi, je constate que rien n'a changé. Oui, ce que je précise, nous vous avions déjà reçu, vous aviez notamment lancé le mouvement ou au moins la communication d'EHPAD prison en expliquant qu'aujourd'hui, il était impossible finalement de pouvoir aller voir ses proches, c'est quand même fou, dans un EHPAD que vous payez pour des raisons hygiéniques, on va dire, sécuritaires et autres. Le Covid a eu bon dos, hein. Enfin, ça a mis en exergue, le devant de la scène les nombreux dysfonctionnements. Voilà, les dysfonctionnements dans les EHPAD. Les EHPAD prison aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, il y en a un peu moins. Mais c'est vrai que pourquoi, par exemple, dans mon cas personnel, pourquoi les visites ne sont pas tolérées le matin comme elles l'étaient auparavant et seulement l'après-midi? On peut se poser la question. Je ne suis pas la seule dans ce cas. Bien sûr. Donc voilà. Donc le pli a été pris pour limiter l'accès aux familles. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne doit pas voir? Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là? Et on peut se poser la question. Quels sont les autres, les signalements que vous avez pu constater avec le Cercle des proches aidants en EHPAD?
Alors, les signalements qu'on a régulièrement, c'est le manque de soins, le manque d'hygiène, le manque de douche, des comportements infantilisants, des conflits avec les directions quand les familles sont un peu trop vindicatives, quand elles se plaignent de choses qui sont, à mon avis, légitimes. Voilà, des réactions inappropriées de direction très autoritaires qui menacent éventuellement de mettre à la porte le résident. Enfin, on a voilà ce genre de témoignages, des choses qui sont inacceptables. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Michel Boyancé, vous entendez le témoignage et puis l'ensemble finalement du rapport du Cercle des proches aidants en EHPAD. Vous qui travaillez également sur ces questions-là, vous avez l'impression que cela simplifie, que finalement, malgré des livres chocs, on en a cité un, mais il y en a eu tellement des témoignages comme celui-ci sur ce qui se passe en EHPAD, et on a l'impression que les choses n'évoluent pas et peut-être même continuent de s'empirer. Oui, on assiste effectivement dans le domaine du social, du médico-social, à quelque chose qui est assez paradoxal. Au moment où on parle des droits de l'homme, on parle des relations de liberté, d'égalité. Alors, on va essayer de vous donner quelques pistes de travail. La première piste, vous l'avez dit, madame, par rapport aux structures, le livre dont vous parlez par rapport à Orpea vise les établissements de soins, d'EHPAD à but lucratif, donc privés au sens strict. Après, vous avez les établissements à but non lucratif, associatifs, fondations, et puis les établissements publics. Ceux qui se portent le mieux, sans doute, dans ce domaine-là, ce sont les établissements associatifs. Et on verra un peu pourquoi. Ça, c'est la première remarque. Alors, pardon, ceux qui se portent le mieux dans le sens, ceux qui traitent finalement le mieux leurs aînés. Oui, ceux dans lesquels le climat est meilleur, en quelque sorte. Bon, je passe sur les établissements publics, puisqu'on voit dans l'actualité aussi les demandes. Il y a un élément qui me semble très important, on le voit dans le domaine aussi du soin, de la santé et de l'éducation aussi, c'est le fait qu'on a peu à peu remplacé la vie relationnelle entre les salariés et les résidents avec les familles, on l'a remplacé par des normes administratives et juridiques de plus en plus contraignantes. Vous l'avez dit dans le témoignage, c'est-à-dire que quand on veut une sécurité absolue, on prend toutes les précautions pour éviter, à tort en fait, qu'on n'évite pas, et pour éviter tout ce qui peut arriver en termes de contentieux. Donc on se protège, on verrouille, on claque mur, et on se protège juridiquement et aussi physiquement. Ça, c'est la première réalité qui est assez impressionnante. Je dois dire aussi, parce que je travaille bien sûr dans ces structures-là avec les personnels notamment, que c'est un métier très difficile. C'est-à-dire que il y a une usure dans ce métier. Et quand il y a trop de contraintes administratives, trop de contraintes de gestion administrative et ou financière, trop de contraintes réglementaires, c'est trop pour la personne qui doit être en relation avec des résidents qui sont en plus ou moins bonne santé, qui ont des demandes légitimes et qui sont fatigantes parce que on n'a pas le temps. Donc il y a tout un climat. Il faudrait reprendre complètement en fait la vie même. On peut dire, on le dit maintenant pour l'éducation, ce qu'on appelle une communauté éducative. On a remplacé le relationnel par des normes, notamment des normes soit qui viennent de l'État, administratives, on le sait bien, on le voit bien, avec des rapports d'évaluation, on passe du temps à remplir des papiers. Et des normes aussi, on le voit pour Orpea, mais c'est pas que pour les établissements à but lucratif, des normes bien sûr de gestion et des normes liées à la finance. Et ça se renforce par l'aspect bien sûr lié aux actionnaires. Mais il n'y a pas que cette dimension-là. La dernière remarque très rapide introductive, si vous voulez, à ces questions, c'est que en fait nous sommes aussi victimes d'une évolution des mentalités que dans nos pays, on revendique avec fierté, c'est-à-dire l'individualisme, l'individualisation des systèmes. Mais en fait, on déconstruit, pour prendre un terme à la mode, le type
relationnel, le tissu familial, le tissu relationnel. Et les familles sont un petit peu les personnes qui empêchent tout le monde de danser en rond, si je puis dire. Et donc, elles sont un peu gênantes parce qu'elles viennent et elles sont un peu intrusives. Donc, on met des barrières aussi, hein, madame, vous devez bien sur le voir. Donc, c'est une question vraiment de culture fondamentale, de travail, et encore une fois, de mise en place d'un ensemble de mesures pour éviter les contentieux. Et j'écoutais tout à l'heure ce qu'on disait sur l'ancien ministre, sur le gouvernement. Oui. Il est, à mon avis, assez clair que on assiste aussi à un jeu de rôle pour éviter les contentieux. Donc, on se défend, quitte à trahir la réalité et quitte à déformer les choses. Bien sûr. Oui, on pourrait dire encore beaucoup de choses sur Olivier Véran, ça c'est certain, et notamment sur la question de la gestion des EHPAD, de ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Hein, on pourra peut-être y revenir. Il est 7h59. On va faire rapidement un point sur les informations avec Emmanuel Noël qui est à mes côtés. Et puis on vous reprend tous les deux pour parler de ce qui se passe dans les EHPAD aujourd'hui. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Il y a un an, je le rappelle, Victor Castanet sortait ce livre enquête, Les Fossoyeurs, où il dénonçait les graves dysfonctionnements du groupe Orpea, donc groupe privé, on l'a précisé tout à l'heure. Alors que dénonçait-il? Je le rappelle, des profits au détriment du bien-être, un système d'optimisation des coûts permanent, quotidienne, extrêmement brutale, extrêmement sophistiquée, qui vont réduire la marge de manœuvre des directeurs, une pression pour réduire les coûts et remplir les chambres, des employés soupillés, exploités, des bricolages d'ailleurs dans les emplois du temps des employés avec des arrêts maladie fréquents, des embauches non pourvues et provoquant pour les résidents un manque de soins élémentaires, toilettes, manque d'hygiène, ongles sales, pas coiffés, je vous passe les pires détails, c'est absolument atroce, des rationnements de nourriture avec notamment cette ancienne directrice qui explique: j'avais rajouté des fromages blancs supplémentaires aux résidents dénutris. Eh bien, on m'a demandé d'arrêter ça parce que ça coûtait 500 € de trop par mois. Voilà les formes d'économie qu'a dénoncé Victor Castanet. Et puis un système finalement qui se met en place. Alors, nous ne parlons pas ici que des EHPAD. On élargit le sujet que des EHPAD privés. Il y en a d'autres. Il y a les EHPAD associatifs, comme l'a rappelé le professeur Boyancé, et publics. Seulement le public, on peut dire, et moi, pour avoir suivi de nombreux témoignages de ces personnes, elles nous racontent un peu les mêmes histoires. Alors malheureusement, c'est peut-être pas pour faire autant de bénéfices, mais tout de même, elles parlent d'un système dévalué. On n'est plus dans un système de fonctionnement normal, il manque toujours du personnel, il manque toujours des moyens pour pouvoir s'occuper normalement des personnes qui sont en EHPAD. Voilà un peu le constat actuel. Daniel Cabrera, je voulais vous demander, puisque vous avez entendu le professeur Boyancé revenir sur son analyse finalement, les normes qui remplacent le relationnel, une forme de judiciarisation des relations qui nous vient peut-être d'ailleurs des États-Unis, où tout là-bas est judiciarisé, tout est protégé par contrat. Est-ce que ça, vous l'avez remarqué aussi? Alors, peut-être, oui, sans doute, c'est vrai, le côté humain a été remplacé par des normes, mais entre autres, en tout cas pour mon cas personnel, ce que je peux dire, c'est que pendant le Covid, effectivement, la directrice de l'EHPAD où était mon père a été extrêmement prudente, on va dire, plus que prudente, puisque les restrictions étaient très très dures. Un changement de direction a fait que ça s'est assoupli. Ce que je voudrais pointer, c'est que ça dépend beaucoup de la direction de l'EHPAD. Les directions d'EHPAD ont un très grand pouvoir. Et par exemple, pendant le Covid, il y avait des recommandations qui n'étaient pas des injonctions. Certaines directions d'EHPAD se sont complètement protégées en appliquant à la lettre tout ce qui était recommandé, et d'autres ont été beaucoup plus souples et ont permis aux résidents et aux familles quand même de continuer à avoir des liens. Ça n'a pas été le cas partout. Donc, sans doute qu'il y a on parlait de protection des gens qui ont eu peur de procès ou de choses comme ça. Mais quand ça se fait en bonne intelligence, quand on a affaire à quelqu'un d'humain, enfin, il y a eu plein d'exemples où ça s'est bien passé quand même aussi. Bien sûr. Non, mais donc, pour ce qui me concerne, en tout cas, deux directions différentes et de façon
de vivre les choses très différentes aussi. En fait, ce qu'on peut dire, et je me retourne vers professeur Boyancé, finalement, on a ces normes qui sont de plus en plus présentes, qui envahissent notre quotidien, d'ailleurs pas seulement dans les EHPAD, mais partout, hein, qui peuvent en impressionner peut-être certains et qui vont se réfugier dans l'application stricte et parfois bête et méchante, on va le dire, de ces normes. Je dis bête et méchante parce que concernant le cas de Madame Cabrera, qui n'a pas pu, en période de Covid, visiter ses parents, on est dans des cas très très graves. Mais voilà, finalement, l'humain peut toujours garder sa place s'il le souhaite. Seulement, comme ces normes prennent de plus en plus de place et en plus forment un peu notre esprit aussi, finalement, c'est vrai que ça change aussi une mentalité et une manière d'être en général. Oui, il faudrait analyser ce que vous dites, madame, par rapport aux organisations en question. Est-ce que c'est public, à but lucratif, à but non lucratif, associatif? C'est différent aussi dans les différentes régions de France. C'est différent dans les établissements en fonction de l'histoire aussi de l'établissement. Donc, on est bien d'accord, il n'y a pas de causalité unique. C'est un faisceau de causalité. Ce que j'ai décrit, c'est ce qui me revient depuis longtemps, bien avant la crise du Covid, sur l'évolution des établissements à caractère social, médico-social, etc. C'est-à-dire ces process qualité, entre guillemets, ces process administratifs qui prennent de plus en plus de place. Ensuite, vous avez tout à fait raison. L'élément clé, c'est le directeur, c'est-à-dire celui qui va non seulement diriger, mais animer, manager. Donc, c'est vraiment d'abord un métier difficile qui demande une grande formation. Mais je constate depuis longtemps une montée en croissance, si je puis dire, du mal-être des personnels dans ces domaines-là. Et dans le mal-être, il y a ces questions dont on a parlé d'administration. L'autre remarque, c'est que nous sommes aussi victimes d'une certaine manière d'une évolution avec des injonctions sociales, sociétales, collectives, de bien-être, de bonheur. Or, ce sont des métiers qui sont plutôt dans des situations où justement les gens sont en souffrance, que ce soit les résidents, les patients, les personnels. Et donc, il faut redoubler de mesures de type relations humaines positives, si vous voulez, entre les acteurs. Et de fait, il y a quand même de plus en plus, d'abord de moins en moins de candidats pour ces métiers-là, de plus en plus de difficultés aussi techniques. Hein. La médecine, on peut s'en réjouir, bien sûr, permet à des personnes de vivre plus âgées, mais pas forcément en bonne santé ou avec des handicaps qui arrivent avec le grand âge. Quand on remonte dans l'histoire de l'accueil des malades et des personnes âgées, on s'aperçoit que, en fait, ce qui a réussi dans la longue histoire, ce sont des structures où il y a une vocation, en quelque sorte, hein, où il y a quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre d'un métier et d'une gestion. D'ailleurs, récemment, il y a eu des discussions sur le domaine de la santé et on a pointé du doigt la difficulté pour un directeur d'aller sur le relationnel humain parce qu'il a des contraintes de gestion très importantes, de normalisation de gestion. Il y a des outils informatiques qui sont très contraignants. Quand on parlait du fromage blanc, ben c'est le résultat d'un algorithme qui va dire mais là on dépense trop, etc. Donc on s'occupe pas de la vie réelle. On a une fois des process qui sont très très lourds et très contraignants. Et puis de ce fait, vous avez des personnes, des directeurs notamment, qui sont plus ou moins sensibles à cela et plus ou moins libres de cela. En tout cas, il faut les aider les équipes en donnant des moyens, mais aussi en retrouvant le sens de ce métier, qui est un métier de service, mais un service exigeant et contraignant. Oui, ce que vous nous dites, vous avez en fait dit deux éléments très importants. D'abord, l'importance de la technique et on va dire même de la technicisation de nos relations.
C'est-à-dire qu'on réfléchit à travers la machine désormais et des algorithmes, des chiffres et d'une efficacité plutôt que d'une qualité, encore une fois, des soins et puis d'un échange humain. Ça, c'est le premier élément. Et la deuxième chose, c'est concernant donc l'évolution, finalement presque une pression sociale dont vous parliez, avec certaines injonctions au bonheur et tout. Je peux en rajouter une. Aujourd'hui, on a des débats sur l'accompagnement en fin de vie, sur l'euthanasie. On voit que ça arrive dans d'autres pays. Est-ce que vous considérez que ça joue également dans les EHPAD aujourd'hui? Est-ce que finalement, on n'oublie pas un petit peu le soin à la personne âgée pour précipiter vers une idée idéale de la fin de vie par une forme de mort programmée? Alors, ça joue incontestablement, je dirais, dans l'inconscient collectif, si on peut dire, ou dans le plus ou moins conscient. C'est-à-dire que, effectivement, on assiste à la montée d'une mentalité euthanasique, entre guillemets. C'est-à-dire que, bon, il y a une qualité de vie qui n'est plus vraiment humaine. Et moi, j'ai assisté à des discussions dans les comités d'éthique. Malgré tout le dévouement et la bonne volonté des personnels, il y a quand même cette idée qu'à un moment donné, bon, ben voilà, on va pas continuer à soigner quelqu'un quand il est trop dégradé ou alors quand il est trop ennuyant et ennuyeux. Alors ça, c'est un vrai sujet de fond, c'est un sujet culturel, si vous voulez, des sociétés contemporaines qui sont encore une fois dans l'individualisation, alors que il y a toujours eu des solidarités familiales qui prennent en charge les personnes âgées et les personnes malades. Là, elles sont dans des établissements et la personne qui est dans l'établissement, c'est pas quelqu'un de ma famille. Donc, quelqu'un d'un peu étranger. Donc, il faut vraiment aider les personnels à travailler au mieux dans ces relations. Et incontestablement, les débats actuels sur la fin de vie vont forcément influencer la manière de traiter, même de manière lointaine, les moments où on s'achemine dans la vieillesse, vers la fin de vie. Donc, il y a un risque, effectivement, d'abandon. Dans ce que vous dites, finalement, j'ai l'impression qu'on se retrouve face à une impasse, parce que on est vous dites finalement dans un système ancestral, il y a ces solidarités familiales. Je pense que nous appelons tous ici autour de la table de nos voeux. Et malgré tout, Daniel Cabrera, vous êtes d'accord avec nous. Aujourd'hui, c'est parfois impossible pour une famille de garder les aînés chez soi ou à côté de chez soi. Oui, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. Moi, ça me met très en colère quand même avec cette discussion autour de la fin de vie. Je suis pas forcément en désaccord sur le fait qu'on réfléchisse sur ce moment de la vie, mais c'est un peu facile de se dire elle est vieux, ça encombre. C'est finalement ils ont assez vécu et puis la solution, plutôt que de faire un effort pour leur offrir une fin de vie décente, de se dire finalement, allez, l'euthanasie, ça va régler beaucoup de choses. Moi, et au CPAE, franchement, ça nous met très en colère, ce genre de choses. Voilà. Mais vous la sentez, vous aussi, Daniel Cabrera? Non, mais restons sur cette parenthèse une seconde. Vous sentez-vous une forme de, pas de pression, mais un changement de mentalité, même peut-être des soignants qui vous disent ah bon, bah écoutez, on va quand même pas faire de... Non. Souvent, on dit on va pas faire d'acharnement pour dire autre chose. Non. Non, ça je parle du débat public, ce que on parle beaucoup, même le gouvernement parle beaucoup de la fin de vie. Moi, j'aimerais bien qu'ils se concentrent un petit peu sur comment bien vieillir. Bien sûr, c'est à mon avis prioritaire par rapport. Voilà. Après, je dis pas qu'il y ait des moments pour les gens qui sont en souffrance, des maladies graves, des choses où vraiment la vie devient insupportable. Je dis pas que c'est pas important d'en débattre. Mais en tout cas, ça peut pas être une solution à la vieillesse, quoi. Voilà, quand on peut plus. Il faut se concentrer parce que finalement, j'entendais Monsieur Boyancé dire que ça tient quand même de la vocation, qu'on est dans quelque chose de très professionnel, tout ça. Moi, je crois quand même ce qui manque dans les EHPAD, c'est de la formation avant tout. C'est de la formation au grand âge. Prendre en charge et ça c'est un aspect professionnel, c'est pas juste être une bonne personne humaine, avec des valeurs gentilles. Enfin, je veux dire, il y a une façon de se comporter face aux personnes âgées
qui relève du professionnel. Et je constate, moi, qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'aides-soignantes sont recrutées sans avoir forcément toutes ces compétences. Il y a vraiment un besoin de professionnalisation, de formation et d'encadrement. Je constate, et ça c'est un constat qui est général au CPAE, c'est que elles sont pas encadrées, ces aides-soignantes. Quand dans un EHPAD, il y a une direction, il y a des référents, des infirmières référentes, des choses. Quand les infirmières encadrent bien les aides-soignantes, quand il y a une vraie relation de confiance, ça se passe bien. On en a l'exemple de comment il s'appelle, Garcia, Laurent Garcia, qu'on retrouve un peu sur tous les plateaux et qui décrit ce qu'il vivait dans son EHPAD. Voilà, donc c'est possible quand il y a une relation de confiance qui s'établit entre les directions, les soignants et les familles qui ont été les grandes oubliées dans ces 2-3 années de Covid. Oui. Ça peut pas fonctionner si si ça marche pas ensemble, ces trois entités. Mais comment vous expliquez aujourd'hui justement qu'il y a cette séparation, qu'il n'y ait plus cet encadrement dont vous parlez ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de moyens ? Est-ce qu'effectivement les gens qui encadrent sont débordés par des problèmes administratifs ? C'est ce que disait Monsieur Biancé. Est-ce qu'effectivement il faudrait les libérer peut-être de tout côté, un peu en tout cas de tout le côté administratif, pour qu'ils retrouvent du relationnel, du vivre ensemble, de comment on met en place, aussi comment on valorise le travail des gens qui travaillent dans l'établissement, comment on leur voilà, parce que c'est ça aussi. Moi, quand je discute avec les aides-soignantes, souvent elles me disent on nous parle comme à des chiens. Comment je pense qu'il y a aussi là des efforts à faire. Le management, c'est important. Et comment est-ce qu'on crée un climat de bienveillance, d'encouragement, voilà. Ça manque, ça pêche. Alors, en concernant en tout cas l'administratif, moi j'avais recueilli un grand nombre de témoignages de soignants en EHPAD ou à l'hôpital, et c'est certain que ça envahit totalement leur temps, et elles nous disent on prend énormément de temps maintenant à réécrire des bilans, à réécrire, les logiciels ne fonctionnent pas, enfin il y a toujours des problèmes d'ailleurs que nous connaissons tous, et qui nous prennent beaucoup de temps sur l'humain, sur le relationnel qu'on aurait pu avoir, une discussion normale qu'on aurait pu avoir avec une personne. Mais professeur Boyancé, pour revenir sur les témoignages de Daniel Cabrera, puis ce problème d'accompagnement, vous l'avez cerné vous aussi, ce problème-là ? Oui, bien sûr. Il ne faut pas, encore une fois... oui, généraliser. Oui. Non, mais c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que quand je parle de vocation, je pèse mes mots. C'est-à-dire ce sont des métiers qui nécessitent autre chose que la pure technicité. Bien sûr. Mais il faut la technicité, il faut la compétence, et je vous rejoins tout à fait. Il y a un déficit parce que le système nourrit aussi que les gens sont contrôlés, notés sur des aspects de plus en plus administratifs, on l'a dit, et sur des aspects de gestion, de rentabilité, de rendement, d'économie. On peut comprendre, ça fait partie du métier, mais au-delà de tout ça, il y a autre chose, et la relation. Bien sûr. Alors, vous avez des personnes qui sont à l'aise avec la relation managériale, comme on dit, et qui arrivent à le faire, et d'autres qui sont moins à l'aise. Il faut les accompagner, les aider. Et puis, je suis tout à fait d'accord, il y a aussi à accompagner les personnels dans toutes les dimensions. Je vois par exemple, on a eu des réunions de comité d'éthique où il y avait les gestionnaires, les aides-soignants, les personnels même d'entretien, qui participaient à la réflexion générale pour améliorer le bien-être des usagers, pour améliorer le bien-être des patients, pour trouver des solutions collectives. Mais ça demande un travail d'équipe et pas simplement des normes administratives, de tâches cloisonnées où le gestionnaire est finalement noté sur les fromages blancs et puis les économies de bout de chandelle. Ouais. Il y a tout un climat, voilà. Et ce climat, il faut que ça soit porté par les équipes locales et pas simplement par des injonctions, soit dans les groupes, soit dans les administrations publiques, qui viennent d'en haut et qui s'abattent sur les responsables sans qu'ils puissent avoir leur marge de manœuvre et leur prise de risque.
On l'a vu pour le Covid, hein, vous avez tout à fait raison. Mais je pense qu'il faut regarder concrètement où ça se situait. Mais il y a eu effectivement dans le Covid, en raison des mesures liées au Covid, pas le Covid lui-même, mais les mesures liées au Covid, beaucoup de maltraitance, voire des décès dans les EHPAD. Oui, tout à fait. Parce qu'on a appliqué bêtement des choses pour se protéger, etc. Donc, il y a vraiment, encore une fois, une question de décentralisation, déconcentration de toutes ces normes et de vie de l'équipe d'établissement, de vie de l'établissement. Alors aujourd'hui, finalement, quelles sont peut-être les voies d'amélioration? On a dit, encore une fois, il y a plusieurs groupes, plusieurs types d'EHPAD, privés, associatifs, publics. Il y en a qui se portent mieux, au moins on va dire du point de vue relationnel et qualité de la relation avec les personnes résidentes. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer pour les autres modèles? Ou vers quoi faut-il nous pencher aussi, pour nos aînés ou pour la suite, professeur Boyancé? Alors là, c'est un travail à faire avec les acteurs. Je dirais redonner confiance aux acteurs de terrain, redonner confiance dans le métier, accompagner les personnels des établissements, aides-soignants, infirmières, infirmiers, etc., pour qu'ils se sentent soutenus, encouragés, accompagnés, formés, et qu'on crée des climats, comme vous l'avez dit, de confiance. Mais ça se décrète pas, ça s'accompagne, ça se vit, ça s'encourage. Alors encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait. On a tendance à voir les choses de haut par des normes, encore une fois, d'efficacité, mais c'est pas ça qui résout les questions. Oui, le problème du privé aussi aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'il est très fortement que sa priorité dans son premier critère, c'est le critère financier. C'est aussi peut-être ce qui plombe ce service-là par rapport, par exemple, aux EHPAD plus associatives au public. Oui. Daniel Cabrera. Il y a aussi des injonctions administratives, des administrations publiques, qui sont très lourdes et très fortes. On l'a vu pour la crise du Covid. Et qui peuvent empêcher les acteurs de prendre des risques éventuellement, d'être autonomes, d'inventer des solutions locales. Oui, tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. Daniel Cabrera, pour vous, quels seraient les points d'amélioration que vous voyez, vous, au CPAE, pour les EHPAD? Je l'ai pas précisé, mais mes parents, mon père est toujours dans un EHPAD public. Voilà, je l'ai pas précisé, donc c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même des choses qui existent, que ce soit privé, public ou associatif. Bien, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Biancé. Il manque juste deux entités dans ce que vous venez d'énoncer. Vous parlez des professionnels qu'il faut encadrer. Il manque les familles et les résidents. Vous n'en parlez pas. Donc, tant que ces deux-là ne seront pas associés avec vous savez, accompagner une personne en fin de vie, c'est prendre en compte sa famille et lui-même aussi. C'est pas une affaire de professionnels. En tout cas, pas que. Et ce qu'on a vraiment regretté pendant ce Covid, c'est que ça n'a été que l'affaire des professionnels. Vous avez été complètement exclus. On a vu les personnes âgées comme des corps. Vous voyez, il fallait pas qu'ils tombent malades. Mais c'est pas, on n'est pas que des corps. On est des êtres humains et ça va bien au-delà de l'aspect sanitaire. Voilà. Et aujourd'hui encore, les EHPAD dans lesquels ça se passe bien, c'est quand la prise en compte des familles et des résidents existe à côté de tout ce qui a été dit, avec quoi je suis d'accord. Mais ces deux entités-là, on peut pas les exclure. D'abord, les résidents sont au cœur du problème quand même, enfin du système, pas du problème. Mais et les familles, quand on a des personnes comme ça en EHPAD, vous pensez bien que c'est pas pour s'en débarrasser, c'est qu'on peut pas les garder chez nous. On peut imaginer aujourd'hui, avec la vie que nous avons, garder des personnes âgées chez soi. Il faut avoir le temps, les moyens et les structures adaptées. C'est des fois impossible. Oui. Donc, quand nos parents sont en EHPAD, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et pour autant, moi, je sais que je suis tous les jours auprès de mon père. Et j'attends de l'EHPAD qui me permettent ça. Puisque je peux pas avoir mon père chez moi, que je puisse y aller et qu'on puisse avoir notre vie aussi.
au sein de cette structure. Oui. Et je crois qu'on est nombreux à attendre ça aussi des EHPAD. C'est une collaboration, c'est une relation de confiance avec les équipes et les familles et le résident. Oui. Évidemment, je tiens je l'ai pas dit parce que bon, je n'ai parlé que des problèmes. Évidemment, nous avons tout à fait conscience que ce sont des métiers extrêmement difficiles, que tous les soignants, enfin tous ne sont pas à mettre dans le même sac. Hein. Il y a des gens formidables aussi dans les EHPAD et heureusement. Et je vais dire que c'est même la majorité, hein, et qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, Bien avec sûr. les moyens qu'on leur donne. Voilà, ça je tenais quand même à le dire aussi. Vous avez bien raison, Daniel Cabrera, et vous avez utilisé, je pense, une phrase qui est très forte et qui résumera cette table ronde. Vous dites ces résidents ne sont pas que des corps. Il y a autre chose derrière, évidemment, une famille, une âme et un cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui a été trop souvent oublié. Merci beaucoup à vous deux, Daniel Cabrera, membre du collectif CPAE, le Cercle des proches aidants en EHPAD. Et merci à vous, professeur Boyancé, professeur et chercheur en éthique et philosophie politique. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.